Le salon du bateau d'occasion, le Mills à bord, au Cruesti, vous présente le Café de la Marine. Bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, honneur aux figaristes avec deux jeunes talents qui ont marqué les esprits cette saison. Il a 25 ans et il figure déjà parmi les plus jeunes vainqueurs de la solitaire du Figaro. Et titré sur toutes les épreuves d'avant-saison, il faisait office de favori sur cette édition et il a su se faire mal pour aller chercher une victoire bien méritée. Une fois cette case cochée sur son palmarès, eh bien, il orne désormais vers un avenir en multicoque. Après avoir fait ses armes au large sur la Mini Transat en 2019, pour sa troisième saison sur le circuit Figaro, elle a décroché une prometteuse 10e place sur la solitaire cet été. À 21 ans, cette jeune femme a de l'énergie à revendre et du haut de ses 1,59 m, elle regarde désormais vers le vent des globes et elle a la ferme intention d'être au départ de la prochaine édition en 2024. Tom Laperche et Violette d'Orange sont avec nous, on les accueille. Bienvenue. Bonjour à tous les deux, installez-vous. On est ravis de vous avoir dans le Café de la Marine. Comment ça va déjà? Parce que vous avez eu un été dense. Est-ce que vous avez pu récupérer? Bonsoir à tous. Ouais, c'est vrai que ça a été une année bien dense avec le Figaro et puis les autres expériences en parallèle. Et du coup, ouais, je trouve que ça commence à aller mieux. Le pire, c'était il y a 10-15 jours où j'étais vraiment fatigué. Ouais. Et donc ça Violette. faut du temps. Bonsoir. C'est un petit peu pareil. Voilà, c'était une saison intense avec beaucoup de navigation, beaucoup d'entraînement. Et en fait, sur une solitaire, on donne tout. Donc j'ai été assez fatiguée encore bien un bon mois après la solitaire. Alors Tom, tu es champion de France élite de course au large pour la deuxième année consécutive. Tu as été d'ailleurs fêté lors de la soirée Figaro. Qu'est-ce que ça représente ce titre pour toi ? Bah déjà, je suis super fier d'avoir remporté ce titre 2 années de suite. Et puis à la fin sur cette deuxième partie de cursus avec la région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne, ça a été une super filière pendant 4 ans. J'ai remporté le Challenge Espoir en 2019, début du Figaro 3. J'ai eu tout de suite assez vite des bons résultats et puis de la régularité sur toutes les épreuves. Donc ça a permis d'avoir des jolis classements au championnat de France. Et donc le championnat de France, c'est le championnat de toutes les épreuves. Donc ça demande de la régularité, du travail. Et je trouve que c'est une belle récompense qui est synonyme de tout ce qui s'est passé sur une saison, sur plein d'épreuves. Il y a souvent du solitaire, du double, des formats plus côtiers à la journée ou sur 1 ou 2 heures de course, et puis des formats de plusieurs étapes jusqu'à la solitaire du Figaro. Voilà. Alors on va revenir sur cette solitaire du Figaro qui pour vous deux était l'épreuve phare de la saison. Et Tom, à 25 ans, tu t'es offert cette édition avec un certain panache. C'est l'aboutissement d'un cycle de 4 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors inscrire cette course à ton palmarès, c'était un rêve ou peut-être même une obsession ? Ouais, c'est un peu tout ça. C'était un peu un rêve, un peu une obsession. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en Figaro, forcément, le Graal, il est là, il est titre de champion de France. Mais même en priorité, je trouve que c'est quand même la solitaire du Figaro parce que c'est ce pourquoi cette classe, elle est connue et reconnue et renommée. Et voilà, et pour laquelle, grâce à ça, qu'il y ait des débouchés derrière ou en tout cas qu'on est un peu repéré. Et voilà, c'est vrai que... C'était un rêve de penser à ça. Voilà, j'étais parti en Figaro en me disant le mieux c'est de réussir à gagner la solitaire du Figaro. Et donc j'ai fait un podium en 2e année. C'était vraiment une belle satisfaction. Par contre, la 3e année, j'espérais mieux. J'étais vraiment déçu l'année dernière. Et puis du coup, cette année, j'ai réussi à faire une super année 2022, encore plus belle que ce que j'aurais pu rêver. Ouais. Et alors Violette, on va revenir aussi sur ta solitaire à toi. D'ailleurs, le film de ta solitaire vient de sortir là début octobre. Tu t'y livres avec beaucoup d'authenticité. Pour ta 3e participation, toi, tu venais chercher un top 10. En tout cas, on voit dans ce film justement que tu es hyper déçu à la fin de la dernière étape parce que tu ne penses ne pas y figurer. Et puis ton équipe t'accueille, t'applaudit. Et là, tu comprends qu'en fait, oui, t'es 10e, c'était hyper important symboliquement d'être dans ce top 10, de l'accrocher. C'était assez important, oui, parce que en fait, j'étais partie avec en tête une idée de top
top 15, je trouvais ça déjà pas mal sur une solitaire. Et en fait, je me suis vraiment bien sentie en mer. J'ai réussi à faire des petits coups, j'avais la vitesse. Je me sentais vraiment à l'aise. Et au fur et à mesure de la solitaire, je me suis rendu compte que j'avais cette possibilité d'atteindre le top 10. Tu pouvais hausser la barre un peu, quoi. Et voilà, et en fait, à partir de la deuxième étape, je me suis dit, bon, allez, c'est ce que je vise maintenant. J'ai été un petit peu déçue sur ma troisième étape, puisque j'ai pas très bien réussi la stratégie sur la descente jusqu'à l'Espagne. Et puis après, sur le retour, j'ai tout donné, mais en fait, c'était une phase très difficile, puisqu'on n'avait aucune info et on ne savait pas où est-ce qu'on se trouvait dans le classement. Donc, ça a été une très belle surprise à l'arrivée de savoir que j'étais 10e et donc dans le top 10. Et puis une belle délivrance aussi, l'arrivée, parce qu'on le voit aussi dans ton film. Tu étais quand même... Alors, tu n'étais pas dans les favorites, mais tu étais quand même attendue. Tu avais à cœur de bien faire aussi. Tu t'étais mis pas mal de pression. On sent ton stress les heures avant de partir. Oui, j'ai été très stressée, je pense, la semaine avant de partir pour la première étape. En fait, c'est toute une saison de préparation. C'est aussi une semaine avant le départ d'une solitaire. Il y a énormément de sollicitations au niveau média, au niveau des partenaires, etc. Et en fait, je me suis mis un peu la pression toute seule. Monté un peu la sauce, tout ça. Et oui, c'était vraiment une période très difficile. Et en fait, quand je suis partie en mer, là... tout de suite on se sent mieux et ça y est quoi. Moi c'est la partie que je préfère, c'est qu'on est en mer forcément, donc la préparation est parfois très, très tendue. Ouais. Or Tom, toi tu t'es lancé sur cette solitaire avec une énorme pancarte de favoris, puisque tu avais tout gagné dans les courses d'avant-saison, mais aussi beaucoup de pression parce que cette course, l'histoire le prouve, elle est souvent pleine de traquenards, et puis les choses n'avaient pas si bien débuté pour toi dans la première étape, puisque tu étais 9e à 1h48 du vainqueur Davy Baudard. Après avoir d'ailleurs pas mal mené pendant cette étape qui était pleine de rebondissements. Est-ce que ta confiance, elle a été un petit peu entamée à l'arrivée à Port-la-Forêt là ? C'est vrai que la première étape, elle n'était pas facile à vivre. Et en fait, je suis parti de Nantes vraiment avec l'envie j'allais pour gagner cette course. C'était l'objectif de la saison. Et donc avec même pas mal de confiance, une bonne routine dans mes préparations et tout se passait bien. Et départ assez tranquille, tac, puis première soirée, je me retrouve en tête, première petite transition, tac, je passe les îles Belle-Île-Ouate en tête et je fais 3 jours en tête en me disant presque ça va être facile, quoi. Ça tout se déroule comme prévu en creusant l'avance. Et puis voilà, après on savait qu'il y avait une situation un peu plus compliquée sur le dernier quart du parcours, le retour. Et voilà, transition, météo, front bloqué, zone de molle, etc. C'est vrai que personne n'avait senti ce coup-là quand même. Et du coup, la deuxième partie de la flotte, la queue de flotte qui arrive à faire une plus belle trajectoire, en tout cas à récupérer du vent plus tôt que nous, plus fort, et à nous doubler le groupe de devant. Et voilà, c'est vrai que du coup, à l'addition, à la fin de l'étape, ça fait 1h30 sur plus d'1h30 sur les premiers. Voilà, après, on sait toujours que le Figaro, il reste pas mal d'étapes. Ça m'a pas tant que ça affecté. J'avais plus réussi à être dans le plaisir, d'avoir été content de moi, d'avoir fait 3 jours en tête, d'avoir bien navigué, d'avoir pris du plaisir au Scilly et tout ça. J'avais tout qui se passait bien. Et je me disais plutôt, voilà, faut continuer. Il reste des étapes. Et puis, objectivement, ceux qui étaient devant en temps, c'est des gens qui ont... À la régulière, on était capable d'avoir de l'avance quand même sur 2 étapes qui restaient. Voilà. Alors Violette, toi, tu as souvent manqué aussi en tout cas, tu as souvent manqué de réussite sur les départs. Là, on voit sur les 3 étapes, c'est un peu compliqué, mais à chaque fois, tu lâches rien, tu reviens, tu tentes des coups, tu arrives à revenir bien dans le coup. Est-ce que tu t'es découvert une certaine ténacité, une force mentale que on sait, parce qu'on va parler de ton parcours tout à l'heure quand même, on sait que tu as une force mentale, mais est-ce que tu as découvert que tu étais capable d'aller encore plus loin que ce que tu pensais ? C'est un révélateur, la solitaire. C'est sûr que la solitaire, c'est révélateur dans le sens où cette année, j'ai pris conscience que j'étais capable de jouer avec le paquet de tête. Et en fait, je pense que sur ma première année en Figaro, j'étais vraiment trop en retard. J'arrivais avec un bateau en février, l'année aussi Covid, où on n'a pas beaucoup navigué. Donc la première année était très difficile. L'an dernier, ça a été aussi une année assez difficile puisque je casse. Et puis, même, et puis subi, en fait. Ouais. J'ai vraiment subi, je pense, l'année dernière. Et j'ai
j'étais pas encore prête, je faisais encore beaucoup d'erreurs niveau manœuvre, etc. à bord du bateau. Et cette année, une fois que j'ai débloqué la vitesse en fait à bord de mon bateau, j'ai eu un peu le déclic et je me suis dit voilà, je peux raccrocher le paquet. Et encore, j'ai fait encore énormément d'erreurs, notamment sur les départs où premier départ de l'étape, je me trompe un petit peu dans le parcours. Et donc c'était une belle boulette, mais au final, t'étais bien parti là, au tout début, quoi, avant de faire cette petite boulette. Oui, avant ça, je passais la bouée, je sais pas, dans le top 5, je crois bien, mais après, je fais une erreur de parcours et ça me met dans le jus tout de suite. Mais derrière, j'ai pu remonter tout le paquet principal parce que j'avais une bonne stratégie, j'ai suivi mon plan et ça a bien fonctionné. Donc je pense que voilà, à l'avenir, il y aura des choses encore mieux à faire. Alors Tom, toi, à l'issue de la seconde étape qui a été plus souriante, tu t'es retrouvé en embuscade au général à 14 minutes du bisu normand Guillaume Pirouel. Et puis la décision s'est faite dans le troisième acte, qui était un aller-retour entre Saint-Nazaire et puis les côtes espagnoles, où tu as attaqué comme un fou. Tu es vraiment allé chercher cette victoire, tu t'es fait mal. Ouais, c'est vrai que je repars de Royan, donc deuxième, 15 minutes derrière Guillaume Pirouel qui avait fait une super saison que je savais dès le mois de janvier, j'avais repéré qu'il serait dans les clients du podium, en tout cas des premiers, et ça s'est bien passé. Et voilà, il y a des étapes, ça c'est le tour en manche quand il y avait du vent sur la deuxième étape. Oui, on va y venir aux conditions qui étaient très musclées. Et bref, dernière étape, c'est vrai qu'on part avec Guillaume, on est super proche, quasiment la moitié de l'étape en allant vers l'Espagne. Et puis dernière partie, on partait de Royan, l'Espagne, et puis retour sur Saint-Nazaire. Et avant d'arriver en quelques heures, une dizaine d'heures avant d'arriver à la pointe espagnole, on s'écarte un petit peu l'un de l'autre, et puis c'est moi qui reprends le devant, et donc je passe la bouée avant lui, et je sais que j'ai plus que les 15 minutes d'avance du classement général avant le départ de l'étape, donc je sais que je suis en tête de la solitaire du Figaro, mais voilà, il reste 350 000 de portant avec une nuit, du vent fort, voilà. Je sais qu'il va se passer plein de choses. Est-ce que tu t'es fait peur justement sur ce dernier bord? Fallait pas faire d'erreur. Est-ce que tu t'es fait quelques frayeurs parce qu'il fallait attaquer, fallait y aller, quoi? Ouais, c'est vrai que j'ai bien attaqué. Après, j'aimais bien aller vite et ça se passait plutôt bien. Et je me suis pas trop fait peur. Franchement, c'était plutôt dans maîtrise. Et je chantais aussi que j'avais un peu le statut de passer la bouée devant. Les autres, ils suivaient et c'était presque dans la facilité où, à un moment donné, je vois le vent qui monte avant la nuit. Je dis, tiens, il faut ranger le grand spi. Et je suis premier à ranger le grand spi. Oui. J'ai pas fini de le ranger. Je vois tout le monde a affalé son spi et ça fait pareil, quoi. Et alors, donc, c'était plutôt une petite satisfaction. Et du coup, après toute la nuit, c'est vrai que par contre, la deuxième partie de parcours, là, je me suis vraiment donné pour aller vite et faire que creuser au maximum parce que voilà, je pense que... C'est le moment où on est le plus fatigué aussi sur la fin. C'est le moment où tout le monde est fatigué, c'est le moment où, voilà, il y a un coin de ma tête où je me dis que je joue la solitaire du Figaro, donc voilà, il n'y a pas grand monde, en fait, tu retouches des limites qu'il n'y a pas beaucoup de situations dans la vie où tu vas aussi loin, je pense, et voilà, le sommeil, tu penses à être capable de faire ça, tu vas beaucoup plus haut. Oui, tu vas, voilà, au niveau physique, c'est pareil, tu vas au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer, et en fait, je pense que il n'y a que dans le sport ou dans des choses un peu exceptionnelles où tu peux aller aussi loin de tes capacités. Et c'est un super moment, des super sensations d'avoir découvert tout ça. Et voilà, forcément, l'arrivée, elle est magique. Bien sûr. Alors toi, Violette, dans cette troisième étape, donc, où les conditions étaient super musclées, tu t'es pas toujours sentie à l'aise, tu n'étais pas certainement la seule. Et dans le bord retour, tu vois qu'il était très chaud sous Grand Spi vers Saint-Nazaire. Avec le recul, quel bilan tu tires de cette expérience? Ça s'est super bien passé. En fait, je suis partie à l'attaque. J'avais vraiment envie de tout donner. Aux yeux, quoi. Et d'arriver le plus fatigué possible, c'était vraiment l'objectif. Bon, avec de la lucidité, mais là, l'objectif, c'était de tout donner. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais la capacité d'être... à la même vitesse, voire beaucoup plus rapide que certains autres navigants avec lesquels je m'entraîne depuis pas mal de temps. Et non, c'était une super phase. Enfin, moi, je me suis vraiment découvert sur cette phase et j'étais à l'attaque tout du long. Et je crois que j'ai remonté une dizaine de places. C'était génial. Moi, ce qui t'a permis d'être justement dans ce top 10 que tu visais, quoi, d'y rester. C'est sûr qu'à la fin, c'était difficile. Moi, j'étais vraiment épuisée. Et puis, je commençais à être...
ouais, fatiguée et puis aussi j'étais trempée depuis 24 heures. Enfin, j'en pouvais plus. Mais d'un autre côté, ça a été un moment assez grisant en fait. Et ouais, c'est ce qu'on retiendra. En tout cas, on va vous sourire quand vous parlez de ce bord sous pic qui n'était pas simple, mais en tout cas assez grisant pour tous les deux. Tu parlais de l'entraînement. C'est l'entraînement à Port-la-Forêt, les 4 ans là où vous êtes entraînés dans toutes les conditions. Forcément, c'est ça aussi qui paye et ça fait la différence. Ouais, bah aujourd'hui en Figaro, tout le monde a le même bateau, c'est vraiment du monotype, ça se joue vraiment dans les détails. Donc forcément, l'entraînement, il est assez indispensable pour avoir vraiment beaucoup de réflexes, de choses, de sensations sur le bateau pour être tout le temps dans l'adaptation, dans l'anticipation. Et c'est assez impressionnant. Enfin, c'est ça qui est chouette en Figaro, c'est que la confrontation, on est tout le temps bord à bord avec quelqu'un et ça se joue des longueurs par moment à... Tu vas mettre ton ciré, tu vas changer de paire de chaussettes et voilà, il faut le faire au bon moment et bien parce que sinon tu as perdu quelques mètres. Et quand tu vois comme c'est dur à chaque fois de regrappiller, ben, du coup, l'entraînement, c'est vrai que c'est hyper important. Et au pôle Finistère course au large, ben, moi, c'est vrai que j'ai fait 4 hivers, 4 saisons avec eux et c'était au top. J'ai commencé en 2019 avec le petit statut d'espoir sur ce nouveau Figaro quand plein de grands champions étaient revenus et je garde plein des très très bons souvenirs de l'hiver 2019, mon premier hiver à Port-la-Forêt. Et voilà, il y avait Yann Eliès, Jérémy Bayou, Michel Desjoyaux, Nicolas Troussel. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde et voilà, plein de bons conseils pour apprendre vite. C'était chouette. Voilà. Comme Violette, qui en fait, toi, tu avais débuté en 2020, l'année du Covid, avec une solitaire où il y avait Armel Lecléache, Yann Eliès que tu admirais. Et cette solitaire, elle avait été plutôt difficile pour toi. Mais comme tu es tenace, comme l'a dit Virginie, ça t'a pas découragé. Et cette saison, là, justement, tu as ressenti le bénéfice de tes heures d'entraînement dans toutes les conditions cette année. Tu étais en mode guerrière. Et puis il y a aussi que en fait je suis rentrée, j'ai monté mon projet personnel, donc c'est-à-dire avec mes partenaires en perso, et donc c'est assez compliqué puisque bien sûr là j'étais pas dans une filière, donc j'ai dû m'occuper aussi de toute la partie communication. Il y a vraiment toute une équipe qui s'est formée autour de ce projet-là, donc ça a mis quelques années forcément, donc la performance ça vient un petit peu plus longtemps après, mais c'est la construction d'un beau projet pour la suite. Et voilà, donc je pense que avec un projet perso comme ça, il faut forcément 1 ou 2 années pour vraiment sentir ses marques sur le bateau. Et là, cette année, c'était génial, quoi, parce que là, je me sentais à l'aise. Ouais. Alors, on va revenir sur vos parcours respectifs. Tom, toi, tu as grandi à la Trinité-sur-Mer, berceau des multicoques à l'époque, avec un père qui était passionné, qui a disputé la Transat anglaise et la solitaire. C'est là qu'est venu le virus un peu de la navigation. Ta chambre était peut-être tapissée de posters de marins. Est-ce que certains t'ont inspiré plus que d'autres ? Ouais, moi j'ai grandi du coup c'était à Saint-Philibert, en face de la Trinité-sur-Mer, le long de la rivière et à c'était côté pas long à traverser, quoi. Non, c'était pas long à traverser et voilà, c'était à côté du multipôle, c'est là où il y avait tous les grands trimarans, justement les trimarans 60 pieds qui étaient hébergés et qui étaient souvent en chantier, ou les équipes en tout cas qui se préparaient à cet endroit-là. Donc c'est vrai que j'ai bercé très jeune dans l'univers de ces grands bateaux de course. Et ouais, pour moi les bateaux de course, ça me faisait rêver, ils allaient super vite dans la baie de Quiberon et c'était ces grands trimarans des années 2000-2005. Je crois que Thomas Coville était en plus embarqué alors que tu étais gamin, quoi. Comment ? Tu étais gamin et tu as eu le privilège d'embarquer sur le trimaran de Thomas Coville. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer sur différents bateaux entre Thomas Coville, Steph Ravussin, un peu Laurent Bourgnon, etc. Jeune et forcément... Même de les côtoyer dans la vie de tous les jours, moi, ça donne en tout cas, il y a plein de belles histoires qui circulent, ça donne des envies en tant qu'enfant et voilà. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie, en tout cas, de faire de la course au large. Après, c'est jamais facile de l'intégrer et d'en faire un métier. Du coup, je suis quand même fait des études avant de venir en Figaro avec ce Challenge Bretagne CMB qui est un tremplin génial pour qui t'a mis le pied à l'étrier. En faire un métier. Alors Violette, toi, tu as tiré tes premiers bords en optimiste, classique à la Société des Régates de La Rochelle. Mais je crois que tu n'étais pas très emballé au début. Puis après, tu es passé en sport-études à La Rochelle, toujours en 4-20. Là, des championnats, des mondiaux jeunes. Et puis ça a été le déclic. C'est ce qui t'a donné le goût de la compétition ?
Oui, bien sûr, puisque en fait mes 3 années de 420 où j'étais en sport-études, c'était 3 belles années où on a représenté avec ma coéquipière la France au championnat du monde jeune, où c'est assez incroyable de vivre ça et ça m'a permis de beaucoup voyager. Donc je me suis dit que j'avais envie de continuer la voile. Et puis après, j'ai aussi fait un petit défi original, la traversée de la Manche en optimiste. Et ouais, justement, et Détroit de Gibraltar après aussi. Et après, l'année d'après, le détroit de Gibraltar. Ça, Ça c'était cassait- des projets ça cassait les décalés, codes. ouais, quand même. Ah oui, complètement décalé. En fait, c'est parti juste d'une idée où je me suis dit, oh, ça serait chouette, ça serait marrant, faire un petit projet comme ça en optimiste. Enfin, c'est assez fun et je pense que. Et ça a forgé ton image aussi. On t'a découverte aussi dans Maintenant, on ces me présente épreuves-là. souvent comme ça, en me disant, ah, il a traversé la Manche à 15 ans en optimiste. En plus, on te ça voit a marqué. toute choupie là, sur les petites photos, enfin sur les vidéos. C'est vrai que t'es jeune, t'es vraiment jeune, on dirait vraiment Ouais. une petite gamine. Et je pense que ça m'a vraiment donné l'envie de faire de la course au large. Enfin, je me suis vraiment découverte sur cette traversée de la Manche, surtout. Pas trop sur le détroit de Gibraltar, mais la traversée de la Manche. Je me souviens que je suis partie à 3 heures du matin, de nuit, et puis je naviguais sur un optimiste. Enfin, j'avais jamais fait ça, quoi. Normalement, on quittait jamais le port à plus de 20 minutes. Et c'était génial d'aller d'un point A à d'un point B. Et ça m'a donné Le goût du l'envie, l'envie d'aller faire la mini transat ensuite. Justement, ça, tu étais dans un cursus d'ingénieur à l'INSA Rennes, et puis cette envie de large t'a repris. Ça a été la plus jeune femme en fait à disputer cette mini transat. C'est vraiment une mini transat initiatique. La mini transat, en fait, il y a de mini que le bateau, en fait. Donc le bateau fait 6,50 m, mais derrière, c'est une véritable transat. C'est en solitaire, sans assistance, sans électronique. Et puis surtout, c'est la première fois que j'ai dû vraiment prendre en main tout mon projet et gérer tout ça. Donc ça a été très, très formateur à partir de 17 ans. Et puis pour revenir sur les études, je continue toujours en aménagement en école d'ingé, mais voilà, j'essaye d'avoir les deux en même temps le plus longtemps possible. Tom, toi, après ton bac, donc tu disais, tu as quand même fait des études d'ingénieur mécanique. Tu as eu donc cette super opportunité avec Le Figaro, mais tu as aussi fait un stage chez Merconcept où tu as été repéré par François Gabard, qui t'a ensuite proposé de venir naviguer avec lui. Et tu as d'ailleurs fait la Transat Jacques Vabre en ultime avec lui l'an dernier. Ouais, j'ai intégré Port-la-Forêt. Tout ça, ça s'est fait assez vite. C'est vrai que j'ai fini mon diplôme d'ingénieur en début janvier. Et mi-janvier, on avait les Figaro qui arrivaient à Port-la-Forêt. Donc ça a commencé. Et puis voilà, Port-la-Forêt, c'est quand même un petit milieu. Je l'avais croisé François quelques années avant qui m'avait dit, si tu as besoin de faire un stage de fin d'études, appelle, on Sympa. verra. Peut-être qu'il y aura des sujets intéressants. On a souvent des trucs. Et voilà, donc j'avais fait Tout s'est bien enchaîné. Les planètes. fin 2019, mon stage de fin d'études chez eux, en conception sur ce trimaran Ezer Lazartic qui était encore en phase de construction. Et puis, il y a 1 an et demi, il m'a proposé, François Gabin, m'a proposé de faire la Transat Jacques Vabre. Et voilà, c'était des images. Et c'est sûr que c'est un super moment de navigation. C'est une des plus belles courses que j'ai faites. Ouais. En tout cas, dans les plus beaux souvenirs de voile que j'ai aujourd'hui. Alors, tu es à doublure d'ailleurs sur la route du Rhum, là tu es son remplaçant. Tu as d'ailleurs dû faire ta qualif en skipper solo. Est-ce que, on imagine c'est un peu de stress quand même, enfin, c'est une sacrée responsabilité. Il ne s'agit pas de mettre SVR sur le toit à 1 mois de la route du Ce Rhum. serait mal Comment vu, tu l'as hein. vécu cette qualif? Ouais, déjà ça tombait bien, c'était juste après la solitaire du Figaro, donc pour la récupération c'était pas mal d'aller psychologiquement, T'étais en d'aller pleine faire forme, ouais. 48 Tu heures étais bien en entraîné ultime. pour le sommeil. Ouais, et puis mentalement, physiquement c'est quand même des bateaux extrêmes, et puis mentalement à gérer, c'est une belle... beaucoup d'anticipation, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses et d'appréhension, de questionnement et forcément de pression parce que c'est des grands bateaux extrêmes où les erreurs peuvent coûter très cher en temps, etc. Avec la route du Rhum qui arrive vite. Donc oui, forcément, l'objectif c'était vraiment d'y aller plutôt dans la facilité et voilà, voilà, c'est vraiment génial la confiance de l'équipe Merconcept, de François, et d'avoir pu faire ça, c'était aussi une super chance pour moi aussi de naviguer sur ce bateau-là. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 2 jours en qualif. Et puis, Alors du coup, ton avenir s'écrira peut-être sur 3 coques. Toi, Violette, tu l'as affiché depuis longtemps. Ton objectif, c'est le prochain Vendée Globe. Tu veux louer le bateau de Jean Le Cam que Éric Bellion va mener dans la route du Rhum. Ouais. Ça avance, ce projet. Tu as des pistes.
Oui, bien sûr, il y a des pistes, il y a des pistes qui sont déjà engagées avec des partenaires, mais aujourd'hui, la deadline arrive assez rapidement, puisque fin décembre, il faut que j'ai trouvé le partenaire titre ou le partenaire co-titre pour le projet Vendée Globe. Et en fait, tout est prêt. Donc, je vais récupérer le bateau juste à la fin de la route du Rhum et je vais faire le convoyage retour. Donc ça va être déjà une belle prise en main de tout le bateau. Je vais avoir 2 semaines pour tout découvrir. Et puis après, il y a une équipe qui est prête derrière à partir sur ce projet-là. Donc on donne tout en tout cas. Mais c'est sûr que c'est pas facile de trouver les financements. Honnêtement, c'est assez difficile en fait, en quelque sorte, il faut arriver à trouver l'entreprise qui va faire confiance à la jeunesse et aussi à une femme comme moi, assez petite, mais au final... Et qui est une super communicante. Hein. Si on vous écoute, tu es et qui est hyper présente sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube géniale. Voilà. Donc, en tout cas, elle a déjà navigué avec Jean Le Cam, qui, on s'en doute, est un bon professeur. Alors, vous êtes 2 compétiteurs, vous êtes là, évidemment, vous n'êtes pas là pour regarder le paysage, mais quand même, on sent notamment dans ton film, Violette, qu'il y a ce bonheur d'être sur l'eau, d'apprécier des moments, des couchers de soleil. On a des superbes images. C'est important pour toi, tu restes très sensible à tout ça, à ce qui t'entoure, à cette chance d'être sur l'eau? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est pour ça que je fais de la course au large, c'est pour vivre des moments comme ça. Alors, il y a tout le côté compétition où en fait on est dans un autre monde, on se dépasse. Il y a aussi toute la partie aventure où en fait on est au milieu de nulle part et moi ça m'a toujours fait vibrer et de plus en plus. C'est vraiment quand j'ai découvert la course au large, j'y connaissais rien du tout en mini. Ça a été au début, il faut tout découvrir. Je suis débordée de partout et puis plus ça va, plus je suis à l'aise en mer et je trouve ça juste magique et le Vendée Globe, j'y rêve depuis que je suis toute petite. J'ai annoncé ça en 2020 après ma première solitaire et là en ce moment j'y pense tout le temps quoi. J'ai trop envie de le faire quoi. Tom, on a moins le temps d'admirer le paysage sur S vers l'Azertic, mais quand même, je me doute que tu prends le temps d'apprécier aussi les super paysages. On dit que les émotions sont souvent décuplées sur l'eau et c'est certainement le cas pour toi aussi. Merci à tous les 2 d'avoir été avec nous. Le temps file vite. Prochain grand rendez-vous, c'est donc la route du Rhum, départ le 6 novembre de Saint-Malo. Tu seras routeur avec Jean-Yves Bernot de l'équipe de François Gabard sur S vers l'Azertic. On imagine aussi, Violette, que tu seras dans le coin. C'est là qu'il faut aller convaincre de t'accompagner sur le prochain Vendée Globe. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Le salon du bateau d'occasion Mills à bord au Cruesti vous a présenté le Café de la Marine.